Donc ce webinaire, comme je vous disais, sur la demande de raccordement, il s'agit avant tout de penser au formulaire, à ce nouveau formulaire que vous avez reçu. À quoi sert-il? Donc mes collègues vont répondre à cette question. Pourquoi ce nouveau formulaire? Et puis bien sûr, comment le remplir au mieux et que ce soit au plus simple pour vous. Le webinaire est enregistré, donc l'enregistrement a démarré. Pour le bon fonctionnement, le bon déroulement du webinaire, alors je vois qu'il y a une main levée, peut-être que quelqu'un veut prendre la parole pour commencer? Mais non. Ou c'est une erreur? Céline Fournier, vous avez levé la Oui, main. c'est une erreur de ma part, je pense. Un mauvais clic, j'enlève ça de suite, merci. Pas de souci, et il y a une autre main qui s'est enlevée aussi, c'est parfait. Pour le bon déroulement, je vous disais, donc je vous demande s'il vous plaît de couper vos micros. Il peut y avoir des interférences et on va entendre sinon d'autres personnes parler. Et vos caméras, alors les caméras, c'est plus pour la bande passante, qu'il n'y ait pas de coupure. Donc le webinaire est enregistré, je vous l'ai dit, et puis vous recevrez à la suite par mail le support de présentation et le replay de ce webinaire. Pour tout ce qui est questions, si vous avez des questions, des remarques, des réactions, je vous remercie s'il vous plaît d'attendre la fin de chaque partie. Il y aura 2 parties, c'est important qu'on puisse laisser donc les collègues expliquer et les questions viennent ensuite. Donc je vous donnerai la parole. Bien sûr, je relèverai aussi les questions qui vont figurer dans le fil de la discussion. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question au moment de l'explication, vous pouvez tout à fait la poser dans le fil de la discussion et elle sera relevée à la fin de chaque partie. Et puis toutes les questions qui sont vraiment liées à votre collectivité en particulier, je vous propose de les poser après le webinaire aux collègues, aux 2 collègues qui sont là, vous aurez les coordonnées. Alors les collègues, on a David Duros, que vous connaissez sûrement, donc responsable du pôle urbanisme, et puis Lucie Grenier, qui est arrivée plus récemment dans la collectivité, mais qui est là quand même depuis un petit moment maintenant, qui est responsable des infrastructures de communication électronique. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Lucie, qui va commencer donc pour parler du contexte. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Tu peux allumer ta caméra. Je vais éteindre la caméra. Donc moi, je vais vous parler de la partie du contexte, de pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce formulaire. Donc en fait, on a été confronté à un certain nombre de sollicitations sur la partie des raccordements télécoms finaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand un administré, un nouvel usager rentre dans sa nouvelle construction, il va être confronté assez régulièrement à des problèmes pour être éligible ou être connecté à la fibre optique. Il peut y avoir plusieurs cas de figure qui fait que un usager ne peut pas avoir la fibre. Ça peut être parce que son adresse n'est pas éligible, c'est-à-dire qu'elle est inexistante dans les bases adresses nationales de la Poste. Là, dans ces cas-là, c'est à la collectivité qui doit intervenir pour réaliser ces démarches liées à l'adressage. Ça peut être un problème lors de l'intervention d'un technicien raccordeur, quand vous appelez un opérateur commercial, Free, Orange, SFR pour avoir la fibre. Ce raccordeur n'arrive pas à passer le câble dans les fourreaux, donc ça peut être au niveau des coudes, par exemple, donc, où il faut un peu insister. Donc là, dans ces cas-là, c'est à l'opérateur commercial de réintervenir avec un technicien qui a un peu plus d'expérience dans ces raccordements un peu complexes. Soit ça peut être parce que il n'y a pas, que les fourreaux et les champs télécoms sont endommagés, donc elles existent bien sur le domaine public et privé, mais par contre, il va y avoir une casse ou un bouchon. Et dans ces cas-là, c'est au propriétaire de l'infrastructure qui doit les remettre en état pour permettre le passage du câble. Soit un quatrième cas, et c'est l'objet de ce webinaire et du formulaire, c'est-à-dire que les fourreaux entre la construction et le réseau télécom structurant qui est présent dans la rue n'existent pas. Et dans ces cas-là, nous, Territoire d'énergie Loire-Atlantique, on peut intervenir sur le domaine public pour réaliser et poser ces fourreaux qui n'existent pas.
Donc, le raccordement télécom, c'est quoi? C'est la partie qui est en pointillé orange, donc sur le domaine public. Cette portion de fourreau va permettre le lien entre le réseau structurant en bleu d'un opérateur d'infrastructure qui déploie sur votre commune, donc ça peut être Axione, LAN, XP Fibre, Orange, et la partie violette qui est sur la parcelle privée du demandeur. Et donc souvent, il va manquer en fait lors d'une nouvelle construction cette partie en orange pointillé qu'on appelle du coup le raccordement télécom. Voilà. Donc pourquoi la mise en place de ce formulaire? Il y a une date importante, c'est le 4 décembre 2020. C'est-à-dire qu'avant cette date, Orange devait assurer ce qu'on appelait le service universel télécom. Donc l'État avait désigné Orange pour porter ce service universel et avait du coup l'obligation de raccorder l'intégralité du territoire à son réseau cuivre. Donc toute nouvelle construction était raccordée par Orange. À partir du coup du 4 décembre 2020, le service universel s'est arrêté, il n'a pas été renouvelé. Et du coup, Orange, à partir de cette date-là, n'a plus eu l'obligation de réaliser ces raccordements télécom, donc cette partie en orange pointillé sur le schéma précédent. Et n'ayant plus en plus le monopole des réseaux de télécommunications électroniques sur le territoire, s'est désengagé de ces travaux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait seulement Orange qui portait tout le réseau cuivre, qui permettait d'avoir accès à la DSL, mais aujourd'hui, il n'y a plus seulement Orange, il y a XP Fibre, il y a le département qui déploie son réseau fibre optique. Donc, on a maintenant dans l'environnement du télécom une multitude d'acteurs, ce qui fait qu'Orange, n'ayant plus l'obligation et n'ayant plus le monopole, s'est désengagé peu à peu de ses travaux, notamment hors zone AMI, donc hors zone où il déploie la fibre structurante. Voilà. Donc, à partir de cette date, nous, TE44, on a été de plus en plus sollicités, et les collectivités également, par des usagers, des entreprises administrées qui rentraient dans leur logement ou leur local professionnel et qui n'avaient pas accès à cette fibre optique, ou au réseau cuivre d'ailleurs, au réseau téléphonique ou fibre. Du coup, à partir de ce moment-là, TE44, nous, donc, depuis 2021, on s'est positionné pour réaliser ces GC d'adduction pour répondre à cette problématique-là. En plus de ça, là récemment, du coup, on a réalisé ce formulaire, ce qui permet de communiquer sur le fait déjà que cette partie de fourreau n'existe pas, que les administrés, les usagers doivent bien avoir l'information de prévoir ce raccordement-là, parce que ce raccordement-là ne se fera pas automatiquement. Et du coup, l'objectif via ce formulaire, c'est aussi d'anticiper, voilà, de communiquer et d'anticiper pour que les usagers puissent avoir accès à la fibre optique ou au réseau téléphonique avant de rentrer dans leur logement ou au moment où ils rentrent dans leur logement. Voilà. Donc voilà pourquoi on a mis en place ce formulaire-là. Nous, on réalise la partie du coup sur la voie publique, que ce soit la partie études et travaux télécom. Donc, on se met en relation avec les opérateurs d'infrastructure pour savoir où est-ce qu'on doit se raccorder, et à quelle chambre, à quel poteau télécom on doit se raccorder. Et sinon, si c'est pour une autre problématique, donc par exemple un fourreau bouché, un défaut d'adressage, on réoriente aussi l'usager vers le bon interlocuteur qui permettra de solutionner cette problématique. Qui finance ces raccordements télécom? Donc aujourd'hui, réglementairement, le financeur de ces raccordements télécom, c'est le demandeur de l'autorisation d'urbanisme. Donc ça va être le propriétaire privé, généralement. Donc si c'est à la demande d'un administré, d'un propriétaire privé, le raccordement télécom, il est à 100% à sa charge. Si c'est une demande d'une collectivité non adhérente, parce qu'il peut y avoir quelques cas où c'est des collectivités qui font la demande, dans ces cas-là, si elle est non adhérente au service CE, c'est à 100% à charge de la collectivité. Et si la collectivité a adhéré au service CE TE44, il y a un petit problème de connexion. Ah.
C'est bon. Eh bien, excusez-nous pour les problèmes de connexion. Voilà, donc cette première partie, merci beaucoup Lucie. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je ne vois pas de questions. On n'a pas eu la fin de votre intervention. D'accord, est-ce que tu peux reprendre la dernière slide, s'il te plaît, Lucie, parce qu'il y a eu une coupure. Donc, Merci. sur la partie finance, il y a 3 cas possibles. Enfin, dans tous les cas, le financeur de ces travaux-là, c'est celui qui demande l'autorisation d'urbanisme. Donc nous, Télé44, comme je disais, on va participer à hauteur de 20% quand la demande vient d'une collectivité adhérente au service ICE. Dans les autres cas, quand c'est une demande d'un propriétaire privé ou d'une collectivité qui est non adhérente au service ICE, là, c'est 100% à charge du demandeur de l'autorisation d'urbanisme, comme le prévoit la réglementation. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie de contexte? Il n'y a pas de questions dans le fil de la discussion. N'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous avez même une remarque ou autre. Ok, bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième partie. Donc David, à toi de jouer. Bonjour à tous, donc David Turos, je suis responsable de travaux au TE44 et également du pôle urbanisme. Donc, le contact que vous pouvez avoir chez nous... Excuse-nous David, on va juste répondre rapidement puisque je vois qu'il y a une question d'un coup. À quel moment le pétitionnaire doit envoyer la demande pour le raccordement? Le plus tôt possible. Alors en fait, le plus tôt possible, je vais y venir justement dans la suite de la présentation. On va expliquer justement les différentes étapes qui permettent le raccordement. Et entre autres, c'est dès lors que le pétitionnaire en fait reçoit l'autorisation d'urbanisme que vous leur avez transmis, l'idéal c'est qu'il fasse sa demande dès ce moment-là, quoi. Parce que ça prend un petit peu de temps après derrière entre la demande et la réalisation des travaux et la réception. Pour permettre le câblage, il faut bien compter 3 à 4 mois à peu près. Ok. Est-ce que je vois Marie-Laure? Est-ce que Marie-Laure, c'est ok pour vous? Oui, donc c'est parfait. On peut poursuivre. On va poursuivre. Merci. Est-ce possible d'avoir l'estimatif des travaux comme pour l'électricité? Eh bien, on va y venir. Bon, alors c'est on la y vient. suite justement de la présentation, donc on va expliquer comment ça se passe. Pas d'autres questions pour la première partie? C'est bon. Et puis sinon, vous pourrez toujours poser d'autres questions complémentaires à la fin de la présentation. Tout à fait. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail au niveau du formulaire que vous pouvez recevoir maintenant depuis le mois de mars. Le formulaire a été mis en application au mois de mars de cette année. Donc là, voilà les 3 grandes étapes, les étapes clés pour permettre au moins le lancement du raccordement télécom d'une demande d'autorisation d'urbanisme. Donc la première étape, hein, c'est la consultation de demande d'autorisation d'urbanisme. Donc vous, service urbanisme des mairies, donc vous nous consultez pour que le TE44 émette un avis. Aujourd'hui, on vous y met un avis sur le raccordement électrique, en concertation toujours avec notre exploitant Enedis. Et puis, on vous transmet, depuis le mois de mars de cette année, le formulaire pour la demande de raccordement télécom. La deuxième étape clé, ça va être justement de nous transmettre la demande d'estimation financière. Alors, cette demande d'estimation financière va nous être transmise, on va dire, dans 90% des cas, par le porteur de projet, qui est souvent un porteur de projet privé. Et de temps en temps aussi, nous sera transmis par les communes, dans les cas, par exemple, où ce sont des lotissements communaux, des équipements publics à raccorder, mais ça peut être aussi dans d'autres cas où une commune a décidé, par exemple, de faire un pub sur certains secteurs, et dans ce cadre-là, elle a décidé de prendre en charge les travaux de réseau. Et donc, on lui donne la possibilité de nous faire la demande en direct. Et la troisième phase, c'est à partir du moment où nous, Télé44, on reçoit cette demande d'estimation financière pour les travaux de télécom, eh ben, on réalise
le chiffrage et à réception de ce chiffrage signé, le TE44 derrière enclenche les travaux pour poser les fourreaux sur le domaine public et permettre ce raccordement télécom. Donc là, la première phase, donc la consultation d'autorisation d'urbanisme, dans le cadre des besoins de droit à construire. Donc vos services consultent les services du TE44, que je disais tout à l'heure, pour que nous, on vous émette la solution technique sur le raccordement électrique. Et aujourd'hui, la transmission du formulaire de demande de raccordement génie civil télécom. Important, on transmet ce formulaire exclusivement sur les AU, sur les demandes d'autorisation d'urbanisme. On ne transmet pas de formulaire sur les CU, sur les demandes de certificat d'urbanisme, parce que les demandes de certificat d'urbanisme chez nous, au TE44, ne permettent pas d'engendrer l'enclenchement des travaux. Donc on le fait, on vous transmet le document uniquement sur les demandes d'autorisation d'urbanisme. La demande d'estimation financière. Donc, dans le cadre de l'avis que le TE44 va émettre auprès de vos services concernant la demande d'autorisation d'urbanisme, on va vous transmettre le formulaire télécom. Et donc l'étape qui suit derrière, c'est que la commune ou le porteur de projet, en fonction de qui prendra en charge l'opération, nous transmettra la demande justement d'estimation financière pour que nous, TE44, on réalise le devis de la partie télécom suivant la demande de l'organisme qui doit prendre en charge ces travaux. Ces demandes-là doivent arriver toujours sur l'adresse urbanisme.sidela.enedis@te44.fr. C'est l'adresse du guichet unique aujourd'hui, du guichet du moins, pour les consultations d'urbanisme au TE44. Voilà le document. Donc cette slide, du coup, vous avez à quoi ressemble le document qu'on vous transmet depuis le mois de mars. Donc c'est le recto. Voilà, il y a recto verso. Il y a aujourd'hui pas mal d'informations. Voilà, c'est un premier jet de document. On va certainement le retravailler dans les mois à venir pour peut-être d'une part déjà le rendre un peu plus lisible et puis de le synthétiser un peu plus pour aller un peu plus à l'essentiel, parce qu'on a eu pas mal de questions suite à ce document où il y a plusieurs sujets autour de ce document. Donc voilà, on va le simplifier d'ici les mois à venir certainement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est le document que vous recevez. Donc, quand vous recevez ce document-là avec l'avis du TE44 dans le cadre de la consultation autorisation d'urbanisme, vous avez une partie, la première partie en bleu, là, qui est remplie par nos services. Dans cette partie en bleu, en fait, on va indiquer si le projet en question nécessite des travaux de génie civil télécom sur le domaine public. Et ensuite, on va vous préciser, en fonction des coches qu'on va mettre dessus, si ces travaux-là seront mutualisés avec des travaux d'extension de réseau électrique ou seront des travaux sans mutualisation et des travaux d'extension de réseau électrique. Voilà, ça c'est la première partie, c'est nous qui avons en charge de la remplir. La deuxième partie, on vous demande du coup au service instructeur de la commune de nous donner l'indication uniquement qui sera le payeur des travaux de génie civil télécom sur le domaine public. Donc, dans 90% des cas, ce sera le pétitionnaire. Mais voilà, dans certains cas, la collectivité peut souhaiter prendre en charge ces travaux. J'évoquais tout à l'heure dans le cadre de PUP, éventuellement. Ça peut être aussi des fois quand une commune prend en charge les travaux d'extension de réseau électrique. Des fois, certains élus de communes ont pris la décision aussi de prendre en charge aussi le génie civil télécom. Donc, on permet aux collectivités de prendre ou pas en charge ces travaux en fonction de ce que les élus de la collectivité concernée ont pris comme décision. Ensuite, une fois que vous avez renseigné votre partie, à savoir qui prend en charge, eh ben, les cas où c'est la commune qui va prendre en charge, il faut juste transmettre ce document directement à notre service urbaniste du TE44. Les cas où c'est le pétitionnaire qui prendra en charge, on vous invite à transmettre ce formulaire
au pétitionnaire directement. Car il y a la deuxième partie à compléter. Ça concerne les coordonnées de l'organisme qui prendra en charge. Voilà, nom, prénom, adresse. Adresse mail, surtout à ne pas oublier, parce que les échanges se font de plus en plus de façon dématérialisée. Et ces documents doivent être du coup transmis au TE44. Et à partir de la réception de ces documents, chez nous, on va travailler sur l'estimation financière pour les travaux sur le domaine public pour permettre le raccordement télécom. Avec ce document qui nous sera transmis, on a mis un petit encart en gris là où on indique les pièces que le pétitionnaire devra nous remettre. Donc c'est la slide d'après. Je vais rentrer un peu plus en détail sur les éléments qui doivent être joints à la demande d'estimation financière télécom. Donc il y a le plan de masse. Souvent c'est le plan de masse qui figure déjà dans l'autorisation d'urbanisme, mais surtout avec une précision à apporter qui est très importante, c'est l'emplacement souhaité du raccordement télécom. La position du regard sur la parcelle en question. Que cela aura une incidence sur le chiffrage. Donc, il est important qu'on connaisse la position souhaitée du raccordement télécom que souhaite le client. Le plan de localisation pour localiser le projet. L'arrêté accordant l'autorisation d'urbanisme. Effectivement, c'est qu'à partir du moment où l'autorisation d'urbanisme est accordée, on va pouvoir lancer une estimation financière et par la suite les travaux. Le certificat d'adressage, l'idéal, c'est d'avoir le certificat d'adressage le plus tôt possible. Alors, on n'a pas vraiment besoin forcément pour faire les travaux de pose de fourreaux sur le domaine public. En revanche, il sera indispensable pour l'opérateur lorsque l'opérateur télécom viendra raccorder la fibre. Sans ça, sinon, le pétitionnaire ne pourra pas avoir son raccordement fibre. On aura posé les fourreaux, mais sans le certificat d'adressage, l'opérateur n'ira pas raccorder la fibre. Et puis, la photo des réseaux dans la rue concernée où il y a le projet. Voilà, ça facilite fortement le chiffrage. Alors, c'est pas toujours évident de savoir reconnaître une chambre télécom ou des poteaux, mais voilà, c'est optionnel. Mais l'idéal, c'est d'avoir une photo de la rue à l'endroit où il y a le projet, d'autorisation d'urbanisme. Ça nous permet, nous, d'avoir un chiffrage encore plus rapide derrière. Ça nous évite de devoir aller sur place et perdre du temps pour réaliser cette estimation financière. Une fois qu'on a reçu du coup la demande d'estimation financière, nous, TE44, on va renvoyer au demandeur l'estimation financière. Donc voilà, ce formulaire-là qui apparaît à droite, du coup, c'est le recto de l'estimation financière. Donc sur ce document sera informé le coût des travaux et ainsi que le coût estimé de la participation. Cette estimation financière, elle sera transmise avec un plan de masse où on aura défini la solution technique de raccordement. Donc ça va être assez succinct. Là, on vous a mis un petit exemple. Voilà, c'est le plan de cadastre avec le point de raccordement au réseau télécom existant, le tracé concerné jusqu'à la parcelle en question et la pose du regard. Ce coût-là est un coût estimé de travaux. C'est pour permettre d'enclencher au moins la phase travaux et il sera réactualisé suivant le coût réel des travaux. Ça, c'est le verso du document. Donc, celui qui finance les travaux complète ce document-là et le retourne au TE44 à l'adresse mail que je vous ai évoquée tout à l'heure. Et à réception de cette estimation signée, nous, au TE44, on ouvre un dossier côté travaux où là, on va faire toutes les démarches administratives nécessaires pour permettre la réalisation de travaux sur le domaine public et permettre le futur raccordement télécom. En conclusion, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que dans le cadre des consultations à demande d'autorisation d'urbanisme, donc vous, service urbanisme, quand vous recevez l'avis du TE44,
c'est déjà savoir si la collectivité souhaite prendre en charge ou pas prendre en charge les travaux. Comme je vous dis, dans 90% des cas, la collectivité ne souhaitera pas prendre en charge les travaux. Quand vous êtes dans ce cas-là, la première chose à faire, ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire de transmettre avec l'arrêté accordant l'AU notre formulaire qu'on vous a transmis dans le cadre de l'AU, pour que le demandeur, après, derrière, ait l'information de quelle démarche il doit faire pour avoir son raccordement télécom. Et il rentrera dans ce cadre-là, du coup, en contact directement avec nos services du TE44 pour qu'on puisse réaliser leur raccordement télécom. Voilà. Et les cas où vous savez que votre collectivité souhaite prendre en charge les travaux de pose de fourreaux sur le domaine public, ben dans ce cas-là, vous avez juste à compléter la partie qui est à compléter par le demandeur et vous nous le retournez directement. L'objectif de ce service, c'est d'accompagner les administrés du territoire pour le 44 pour faciliter leur demande de raccordement télécom. Parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de retours comme quoi pas mal d'administrés ont des soucis, ils ne savent plus qui contacter pour avoir leur raccordement télécom. Et puis aussi, on a un souci de pouvoir mutualiser ces travaux de génie civil avec nos travaux d'extension de réseau électrique déjà. Voilà, pour utiliser la même tranchée et ainsi aussi réduire les coûts pour les demandeurs. Super, merci beaucoup David. Alors je vois qu'il y a plusieurs questions dans le fil de la discussion, donc on va les prendre au fur et à mesure. Alors ici, donc c'était OK. On a une question de Marion Pajot. Ce formulaire d'extension de réseau télécom ne concerne donc que la fibre optique et il n'indique pas si le terrain est déjà desservi en réseau télécom cuivre. Alors, déjà, dans ce cas-là, donc, une question qui va permettre de clarifier un peu notre intervention. Nous, on intervient pour poser les infrastructures, c'est-à-dire qu'on va intervenir pour poser les fourreaux et les chambres télécom. Par contre, toute la partie câblage, fibre, cuivre, pour avoir accès à la DSL ou réseau fibre au débit, c'est les opérateurs qui gèrent ça. Nous, on n'a pas vocation, on ne peut pas aujourd'hui déployer les câbles, on déploie, construit les infrastructures. Donc, c'est le premier point. Je reprends la question. Ouais, il n'indique pas si le terrain est déjà desservi en réseau télécom cuivre. Pour toutes les constructions qui ont déjà aujourd'hui accès au réseau téléphonique, vont avoir accès au réseau fibre optique, à 90% des cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fibre optique emprunte les mêmes infrastructures que le cuivre. Donc, si une construction déjà existante a un fourreau télécom sur sa partie privée, un fourreau télécom sur le domaine public qui relie bien le réseau structurant, il n'y a pas de souci. Cette habitation aura également le chemin déjà fait de fourreau pour avoir accès au cuivre, pour avoir accès à la fibre. Il peut y avoir, je dis 95% des cas, parce qu'il peut y avoir quelques cas, notamment dans les territoires ruraux, où il n'y a pas de fourreaux télécom qui ont été posés pour le cuivre. Le cuivre a été directement posé dans la terre, en pleine terre, ce qu'on appelle. Et dans ces cas-là, pour avoir accès à la fibre optique, il faudra que ces constructions déjà existantes posent un fourreau sur son domaine privé et aussi sur son domaine public pour aller raccorder le réseau existant fibre, pour avoir accès à la fibre optique. Donc c'est pour ça, je dis 95% des cas, on va dire, des constructions existantes n'ont pas besoin de travaux supplémentaires. 5% des cas, ça va être des raccordements complexes. Par contre, pour tout ce qui est nouvelle construction, c'est là où on souhaite vraiment communiquer et informer sur cette problématique-là. C'est que pour toute nouvelle construction, des fourreaux sur le domaine public sont nécessaires. OK. En tout cas, oui, parce que je pense que la question aussi se tournait beaucoup sur les demandes d'autorisation d'urbanisme où il y a déjà des fois un bâti existant. Et donc, il est possible effectivement qu'il y ait déjà un raccordement télécom. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas la donnée. On n'a pas la donnée des opérateurs existants sur les raccordements déjà existants. Donc, ce que l'on sait faire, par contre, c'est que dès l'instant que c'est une nouvelle construction, nous, on est en capacité, par contre, de dire si le projet tel qu'il est nécessite ou pas des travaux de génie civil télécom sur le domaine public. Donc là, effectivement, notre formulaire va juste vous indiquer si
le projet en question nécessitera des travaux de génie civil télécom sur le domaine public, mais on ne va pas rentrer dans le détail de vous dire si le bâti existant a déjà un câble raccordé en aérien ou en souterrain, comme évoquait Lucie à l'instant. D'accord, ok, merci. Est-ce que Madame Pajot, ça répond à votre question? Très bien. On a une question de monsieur ou madame Leparoux. Est-ce que la collectivité doit envoyer, donc là, David, par rapport au formulaire, est-ce que la collectivité doit envoyer la page 1 du formulaire, même si c'est le pétitionnaire qui prend en charge la participation? Oui, Parce c'est-à-dire, en fait, en fait, la page 1, c'est recto verso, hein, donc c'est le même document. Mm. En fait, ce qui est important, c'est que vous mettiez la coche sur ce formulaire-là. Et une fois que vous avez mis la coche, en fait, si c'est une prise en charge pétitionnaire, vous transmettez ce formulaire-là au pétitionnaire. Et après, lui, s'il veut engager une demande de travaux de raccordement auprès des services du TE 44, il nous retournera ce formulaire en direct sans passer par vous. Hein. Les seuls cas où vous, collectivité, il faudra que vous nous transmettiez ce document auprès de nos services directement, ce sera les cas où vous aurez coché prise en charge par la collectivité, hein, tout simplement. D'accord, très bien. Alors je vois une autre, donc OK, bon bah super, on a répondu à votre question. Je vois une autre intervention donc de madame Pajot. Je pense qu'on a répondu. Les cas d'extension électrique sont ponctuels, car la plupart des habitations sont desservies et fonctionnent donc en simple branchement. Est-ce la même chose pour la fibre? Voilà. Le principe est bien que la fibre soit apportée sur toutes les constructions existantes. Seules les nouvelles constructions pourraient donc faire l'objet d'une extension de réseau. Donc ça, c'était bon. Je pense que c'est bon, hein. Et puis, alors, je vois une question de Martine Gibet. Bonjour Martine, on s'est connus, dans un autre établissement. Dans les lotissements privés, est-ce que les travaux sont anticipés? Est-ce que ces travaux sont anticipés? Oui. Ça c'est oui, 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 ces travaux de raccordement de GC Télécom sont anticipés par les promoteurs et constructeurs, sauf cas particulier, oui. mais en tout cas, c'est dans leurs obligations. D'accord. Est-ce que Martine Gibet, c'est OK aussi pour vous? N'hésitez pas, hein, à nous dire si vous avez, d'autres éléments. Et puis je vois une question donc de madame Danielle Arnaudot. Comment faire pour les formulaires déjà reçus depuis le mois de mars, envoyés aux pétitionnaires mais non remplis par la commune? D'accord, et la petite coche n'était pas indiquée sur le document prise en charge qualité ou prise en charge Ça doit pétitionnaire. être ça, oui. Bon, moi, je dirais que vous inquiétez pas là-dessus. Déjà, si vous avez transmis ce formulaire au pétitionnaire, c'est déjà un premier pas qui est plutôt le bon, justement, parce que l'objectif de la construction de ce formulaire, c'était d'aider les administrés qui avaient des projets de construction à avoir des informations sur quelle démarche faire pour réaliser les travaux sur le domaine public pour que je puisse être accordé en télécom. Donc, quoi qu'il en soit, le demandeur, du coup, il va regarder ce formulaire, et il va le compléter et puis il nous le retournera le cas échéant. Donc, pas d'inquiétude pour les formulaires que vous avez déjà transmis au pétitionnaire pour moi, même si il n'y a pas eu la petite coche. Le risque, c'est qu'ils reviennent vers vous. Voilà. OK, très bien. Bah, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si quelqu'un veut intervenir, d'accord, je vois que là OK, très bien. On a eu les éléments. Ah oui, 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 c'était, juste une petite question. OK, quand la prise en charge est par le pétitionnaire, il faut juste cocher sur la page 1 ou bien également signer et dater par l'élu? Juste cocher. Juste cocher, hein. Je crois pas qu'il y ait de place pour une signature. Donc, Mmh. Juste coucher. c'est ça. Ouais. C'est C'est suffisant? vraiment un besoin d'information. Voilà. Ouais. OK. Bon, pour moi, toutes les questions, normalement, ont eu une réponse. Si vous voulez prendre la parole, hein, vous pouvez. Vous avez, 2-3 minutes pour intervenir, allez-y. En revanche, ah oui, je vais juste revenir sur la question précédente. Mmh. Si vous cochez prise en charge collectivité, effectivement, après, derrière, il faut la signature de la collectivité sur la demande officielle. Par contre, si vous avez coché prise en charge pétitionnaire, vous n'avez pas besoin de le signer. D'accord, très bien.
Bon, vous n'hésitez pas, de toute façon, là, on va passer à... Alors, c'est une troisième partie, c'est pas vraiment une troisième partie, hein, mais c'est d'autres actualités. Lucie voulait vous en faire part, donc on va laisser Lucie Grenier intervenir, et puis vous pourrez toujours poser vos questions ensuite. Juste un petit point d'actualité, on est en train de développer le service infrastructure de communication électronique au sein de TE44. Donc, pour vous informer qu'on réalise aussi les travaux de pré-fibrage dans les lotissements ESAC, c'est-à-dire que là, pour le coup, on fait les infrastructures déjà dans ce cadre-là, on pose les fours et les chambres. Et dans ce cadre-là spécifique, on va aussi poser une fibre noire, c'est une fibre qui n'est pas activée dans ces lotissements et ces ZAC, parce que depuis 2016, c'est une obligation en fait des aménageurs de réaliser ces travaux de préfibrage, c'est-à-dire qu'un opérateur qui a déployé la fibre structurante dans la rue, dans les communes, dans les centres-bourgs, n'a plus l'obligation depuis 2016 d'aller fibrer l'intérieur des nouveaux lotissements, des nouvelles ZAC. Donc nous, TE44, vu qu'on réalise déjà dans ce cadre-là les travaux en termes d'électricité, d'éclairage public, on pose des fours télécoms dans ces ZAC et ces lotissements, on peut également réaliser le pré-fibrage de ces lotissements-là. Voilà. Toutes les infos sont sur le site internet, il y a une fiche actualité. Voilà, j'en dis pas plus que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais en tout cas, voilà, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me recontacter. Et la deuxième actu, on a réalisé une fiche pratique qui est disponible aussi sur le site internet qui concerne la rétrocession des ouvrages télécoms dans le cadre des lotissements privés. C'est-à-dire que les aménageurs, tant qu'ils n'ont pas rétrocédé à la commune ces ouvrages télécoms, ils doivent en assurer normalement la maintenance et l'exploitation, ce qui n'est pas vraiment leur rôle. Et nous, par contre, quand les collectivités ont transféré leurs compétences ICE à TE44, on peut assurer l'exploitation et la maintenance de ces ouvrages-là. Par contre, à condition que la rétrocession de ces ouvrages ait bien eu lieu entre l'aménageur et la collectivité. Donc, on a réalisé une fiche pratique et un recto pour détailler les livrables, on va dire, les documents administratifs et juridiques dont on a besoin pour nous intégrer ces ouvrages-là dans notre parc, pour les communes pour adhérer au service CE. Et derrière, on assure voilà, l'intégralité de l'exploitation et de la maintenance de ces ouvrages-là. Pareil, c'est sur le site internet. Je ne développe pas plus. Oui, tout à fait. Vous retrouvez en page d'accueil de notre site internet sur la partie, la rubrique publication. Là, vous avez plusieurs types de publications. C'est en page d'accueil à droite, donc n'hésitez pas à les regarder. Il y a, avant de poursuivre, Lucie, une question de Madame Sylvie Huppel. Bonjour. Si DP Division, on envoie l'imprimé au demandeur, mais lui va vendre son lot, qui devra vous renvoyer cet imprimé et prendre en charge le vendeur ou l'acquéreur qui déposera sa demande de PC? Alors là, ça dépend. Effectivement, ça peut être dans le cadre d'un PC. Hein. Dans le cadre d'un PC, la prise en charge du génie civil télécom, nous, en tout cas, au niveau TE44, ça peut être l'un ou l'autre. En même temps que je vous parle, là, je suis en train de réfléchir sur l'aspect réglementaire. Dans le cadre d'un PA, en tout cas dans le cadre d'un permis d'aménager, le porteur du projet a obligation de réaliser l'ensemble de la viabilisation avant de vendre, mais en revanche, le télécom ne fait pas partie, à ma connaissance, des raccordements obligatoires pour considérer qu'une parcelle est viabilisée. Donc, dans ce cadre-là, ça peut être aussi bien le vendeur que l'acquéreur. C'est, je dirais, un accord entre le vendeur et l'acquéreur. Ok, merci David. Je peux poursuivre. Oui. Donc là, on est à la fin de la présentation. Pour dire que toutes les informations sur le télécom sont sur le site internet, donc dans la rubrique les documents, catégorie fiches métiers. Et on est aussi... oui,
Bien sûr, on est disponible sur les réseaux complètement, donc On est je me ultra disais- connectés grâce à Florence. Non, vous pouvez nous retrouver, donc comme on disait sur le site internet, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, parce qu'il y a plusieurs rubriques, on est d'accord, parfois, même les onglets, ça peut être compliqué, donc vous nous demandez. On a aussi une page LinkedIn où on dépose nos actualités, donc vous pouvez bien sûr vous abonner ou la consulter quand vous le souhaitez. On a aussi une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est des vidéos parfois. Alors, il y a des webinaires, les webinaires sont dessus, hein, donc vous pouvez retrouver tous les webinaires aussi sur la chaîne YouTube. Et puis, des vidéos qui vont expliquer certains domaines de nos activités. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Et on a aussi mis le site de notre société d'économie mixte qui gère donc la production des grands projets en énergie renouvelable. Donc, c'est pareil, vous pouvez aussi consulter ce site. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure ce webinaire? Vous pouvez aussi prendre la parole à l'oral si vous voulez intervenir. Bon, bah, je pense que c'est bien. Donc n'hésitez pas à consulter, c'est ce qu'on disait, ce support si vous avez besoin. Et puis mes 2 collègues, hein, Lucie et David, restent à votre disposition. Vous avez leurs coordonnées dans ce support et on vous envoie tout par mail. Merci à tous. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup.